Bien, bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la propagation d'une onde électromagnétique. Donc, d'un certain point de vue, l'exercice est assez classique car on s'intéresse à une propagation dans le vide. Mais en revanche, on va s'intéresser à la propagation d'une onde électromagnétique qui n'est pas une OPPH. Donc, bien sûr, pour l'ensemble des calculs, on ne pourra pas utiliser les raccourcis de calcul propres à l'OPPH et il faudra faire les calculs entre guillemets à la main. Donc, la forme du champ électrique est fournie ici. On voit en particulier une propagation selon Z. Mais on voit en particulier qu'il y a une composante ici en facteur du terme de propagation qui montre que l'onde ne sera pas plane. Voilà. Et il y a plusieurs coefficients, il y a le K0 et le alpha bar qu'il s'agira dans un premier temps de déterminer. Alors attention que K0 n'est pas forcément égal à oméga 0, à oméga sur C, parce que bien que la propagation ait lieu dans le vide, et vérifie une équation de D'Alembert, l'onde n'étant pas plane, on peut avoir une expression plus compliquée que K égale oméga sur C, comme on va le voir pour le terme de propagation. Alors, on va commencer par les terminales alpha bar et K0. Alors, pour faire ceci, il faut bien sûr utiliser des équations qui font apparaître le champ électrique. Donc, il n'y en a pas 50 000. Il y a essentiellement les équations de Maxwell et l'équation de D'Alembert. Alors, pour les équations de Maxwell, il n'y en a qu'une qui est réellement utilisable ici parce que toutes les équations qui font apparaître le champ magnétique, que ce soit les Maxwell-Thomson, Maxwell-Ampère ou Maxwell-Faraday, pour l'instant, nous n'avons pas le champ magnétique, donc nous ne pourrons pas les exploiter à ce stade. Donc on va commencer par la seule équation qui a priori paraît utilisable, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. Donc on démarre pour commencer sur Maxwell-Gauss, et vu qu'on est dans le vide, on pourra dire que la divergence de E bar sera égale à 0, ce qui sera équivalent en cartésienne à dire que les différentes dérivées des différentes composantes sur les trois axes, et leur somme doit faire 0. Alors on note en particulier que eh bien, le premier terme ne sera pas présent parce que vous n'avez pas, le champ électrique n'a pas de composante selon x, donc on peut déjà se débarrasser de ce terme-là. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de calculer les deux autres termes. Donc on va commencer par exemple par d rang y bar sur d rang y. Alors, pour faire cela, c'est ce terme-là qu'il faut dériver. On a essentiellement un cosinus, donc on va dériver en moins pi sur a, et le reste, on fera apparaître un sinus à la place du cosinus, et le reste se recopie à l'identique. Voilà pour ce premier calcul. Ensuite, on va calculer le second terme, non nul. Donc là, c'est la dérivée classique, c'est ce terme-ci, la dérivée classique de l'exponentielle. N'oublions pas qu'on a le moins en facteur. Donc on recopie le début, alpha bar E0 sinus pi y sur A. Et donc on fait sortir un moins i k0 exponentielle i oméga t moins kz. Donc voilà pour ce premier calcul et qu'il reste à terminer. Or ceci bien sûr, l'équation de Maxwell-Gauss doit être vraie pour quel que soit y et z dans le domaine d'études et quel que soit t à partir du début de l'expérience. Donc concrètement, eh bien, ce ne peut pas être l'amplitude de 0 qui est nulle. Si l'amplitude de 0 est nulle, vous n'avez pas d'onde électromagnétique. Le sinus ne sera pas nul pour toute valeur de y. L'exponentielle, bien sûr, ne sera pas nulle non plus. Et donc, en conséquence, la nullité de la divergence du champ électrique va imposer le résultat suivant, c'est-à-dire que pi sur a, moins pi sur a, pardon, moins i alpha bar k0 devrait être égal à 0, ce qui est équivalent au fait que donc alpha bar devrait être égal, et on peut déjà mettre des signes plus sur les deux, et on voit que alpha bar devra être égal à moins pi sur i k0, et avec le a ici, pardon, et on peut remonter le i au numérateur, ce qui fait que finalement pour alpha bar, on a une première relation entre alpha bar et k0 qui fait que ça fait i pi sur a k0. Donc voilà pour ce premier résultat. Il nous reste maintenant à trouver l'expression de k0. Comme expliqué, la seule équation que l'on peut penser, c'est l'équation de D'Alembert. Et donc on va d'abord réécrire l'équation de D'Alembert, vu qu'on a une propagation dans le vide. Donc on sait que le Laplacien vectoriel du champ électrique
moins 1 sur c carré, la dérivée temporelle seconde du champ électrique, doit être nulle. Donc voilà pour l'équation aux dérivées partielles, vectorielle. Alors on aurait en toute rigueur deux équations, une équation pour la composante selon y et une équation pour la composante selon z. Mais en fait on montre assez facilement que le résultat sera le même que l'on prenne l'une ou l'autre. Donc on va par exemple projeter sur y, c'est une possibilité, mais sur z ce sera totalement équivalent. Et il s'agit donc qu'on aura donc que le Laplacien de E bar selon y, moins 1 sur c carré, d rang carré, E bar, à nouveau la composante selon y, doit faire 0 scalaire maintenant. Et bien maintenant on va calculer les différents termes. On va commencer par le Laplacien. Alors pour le Laplacien, on se rappelle qu'il y aura deux termes. Il y aura un premier terme qui sera en d rang carré EY. Alors en toute rigueur, il y a trois termes. On va peut-être prendre le temps d'écrire quand même tout complètement. Alors pour le Laplacien, nous avons a priori trois termes à écrire. Nous avons le terme sur x, la dérivée seconde, le Laplacien c'est la dérivée seconde, la somme des dérivées secondes selon les différentes x, y, z, d'accord, de la grandeur qui nous intéresse, donc la somme des dérivées secondes. Alors on constate déjà que la composante selon y qui est écrite ici n'a pas de dépendance en x, donc ce terme-là n'existera pas comme tout à l'heure. Et on va donc calculer maintenant les dérivées spatiales. On peut par exemple commencer par le terme selon y, donc d rond carré EY sur d rond y carré. Donc c'est bien sûr uniquement ce terme-là qu'on dérive. On dérive le cosinus deux fois. Et donc en fait, ça va simplement faire sortir pi carré à carré, moins pi carré à carré, et on va recopier le reste. Donc en fait, on aura ici moins pi carré à carré, et on va recopier le EY bar ensuite. Pour maintenant la composante selon z, c'est à peu près, la composante toujours sur y, mais pardon, la dérivée selon z de toujours la composante selon y, c'est bien le Laplacien de la composante selon y. Donc je reprends ce terme-là, et je dérive maintenant mes deux fois par rapport à z. Si je dérive deux fois par rapport à z, on n'oublie pas qu'il y a le i en facteur qui est ici. Donc il y a un moins k0 carré qui va se faire. Il y aura un moins i k0 carré qui va sortir. Après au carré, le moins au carré fera 1, mais le i carré fera moins 1. Il y aura donc un moins k0 carré, et le reste EY bar sera recopié. Et enfin, nous aurons le terme d rond carré EY sur d rond t carré. Et cette dérivée temporelle toujours de ce terme-là fait sortir un i oméga au carré, donc un moins oméga carré, et le reste est recopié, donc y bar est recopié. Voilà, on arrive maintenant ici, et on va regrouper les termes, n'oublions pas qu'il y a un moins 1 sur c carré, et donc ceci, ça va entraîner que moins pi carré a carré, moins k0 carré, moins 1 sur c carré fois moins 1 sur oméga carré, fois moins oméga carré, égale 0. Et donc ceci sera équivalent au fait que k0 carré, ça fera oméga carré sur c carré, moins pi carré sur a carré. On voit qu'on ne retrouve pas la relation de dispersion habituelle, tout simplement parce que l'onde n'est pas une VPH, donc on a beau être dans le vide, on n'a pas forcément le VPH, et en particulier, si on veut une propagation dans le sens des z croissants, on aura que k0 faudra racine de oméga carré sur c carré moins pi carré sur a carré. On constate en fait que la propagation ne sera possible avec un vecteur d'onde réel que si oméga est supérieur à une certaine valeur qu'on appellera oméga c, et qui vaudra pi fois c sur a. Donc en fait le dispositif va se comporter comme un pinceau. Alors même si ce n'est pas vraiment le sujet de l'exercice, on peut en dire un petit mot de ce dispositif. Alors pour ce champ électrique, la propagation a beau avoir lieu dans le vide, en fait il faut considérer le fait qu'il y a des termes en cosinus pi y sur a ou sinus pi y sur a. Ceci est dû que vous avez en fait des plaques parallèlement à y, d'accord, des plaques conductrices dans lesquelles on appelle un guide d'onde en fait. Et en fait le champ électrique va être contraint d'être nul à l'intérieur de ces plaques électriques, et du fait qu'il y a toujours continuité de la composante tangentielle, il va y apparaître des contraintes selon y, ce qui va imposer cette forme de champ électrique ici plus complexe qu'une onde plane, mais qui va rajouter une dépendance en y.
Donc c'est pour ça que le champ est plus compliqué. Donc ce guide d'onde, donc même si au milieu c'est bien du vide, mais la présence de ces plaques impose une forme plus compliquée pour le champ électrique. Et finalement, seules certaines pulsations supérieures à une certaine pulsation critique pourront passer. Et ce guide d'onde va ne laisser passer que certaines fréquences suffisamment élevées de ce qu'on comprendra comme un passe-haut. Donc là, on a maintenant les expressions complètes du champ électrique. Donc si le champ est bien un champ électrique, il doit vérifier les différentes équations de Maxwell, l'équation d'Alembert, et en particulier, ça nous impose les valeurs de alpha bar et de K0 en fonction de la pulsation, du coefficient A, qui sera une largeur caractéristique du guide d'onde, et de la célérité de la lumière dans le vide. Alors maintenant, on peut penser trouver le champ magnétique. Donc pour le champ magnétique, la procédure est un petit peu identique. À nouveau, on n'a pas une VPH, donc les calculs doivent être faits à la main. J'ai recopié ici la forme du champ électrique. Et alors pour trouver le champ magnétique, il faut forcément coupler une équation qui fait apparaître le champ électrique et le champ magnétique. Il y a deux options possibles, soit l'équation de Maxwell-Faraday, soit l'équation de Maxwell-Ampère. Alors c'est plus simple de partir de l'équation de Maxwell-Faraday parce qu'on connaît le champ électrique, on va le mettre dans le rotationnel, on aura donc le résultat et ceci sera égal à la dérivée temporelle de B et donc on aura directement B. Donc même si les deux peuvent fonctionner, il est plus simple ici de partir par l'équation de Maxwell-Faraday. Donc, bien lançons-nous sur Maxwell-Faraday en rappelant l'équation de Maxwell-Faraday, donc qui sera que le rotationnel de E bar sera égal à moins d rond B bar sur d rond T. Et vu qu'on va avoir bien sûr une onde électromagnétique qui vibre à la pulsation oméga, eh bien, on sait qu'ici on aura forcément moins oméga B bar qui va apparaître sans difficulté. Il nous reste maintenant à exprimer le rotationnel de E bar. Alors, a priori, 3 composantes et 2 termes par composante, mais en fait, vous n'avez que du EY et EZ, et eux-mêmes ne dépendent que de Y et de Z pour la partie spatiale. Donc, en calculant le produit vectoriel, on montre assez facilement que les seuls termes à considérer sont d rond EZ, d rond Y, moins d rond EY bar sur d rond Z, et le tout sera selon UX. On peut assez facilement montrer que tous les autres termes seront nuls, parce que d'une part, il n'y a pas de composante sur X, et que les composantes ne dépendent que de Y et Z et pas de X. Voilà, donc il nous reste quand même à faire le calcul. Alors pour le calcul, allons-y ensemble pour ce calcul. Donc on va calculer le rotationnel de E bar. Donc pour le rotationnel de E bar, alors le premier terme, d rond sur d rond Y de ce terme-là. Donc je dérive le sinus et ça devient un cosinus. E0 exponentielle I oméga t moins K0Z. Et ensuite je fais moins, je dérive par rapport à Z le premier terme, ce qui fait sortir, donc il y a un moins ici, mais quand je dérive par rapport à Z, il y a un moins qui sera nouveau, donc ça fait plus. Et le reste, il n'y a plus qu'à recopier 0, cos pi y sur A, exponentielle I oméga t, moins kz, et le tout, en mettre des crochets comme ceci, sera selon x. Voilà, donc une fois qu'on est ici, on va essayer de factoriser certains aspects. Donc on va commencer par factoriser tout ce qu'on peut. Donc on doit pouvoir factoriser le E0, le cosinus pi y sur A, l'exponentielle I oméga t moins kz. Le tout sera selon x et il nous reste en fait dans le terme, il reste donc alpha bar sur pi a plus un terme ici en I K0. Et tout ceci va se retrouver selon UX. Donc voilà pour le début de l'expression qui calcule le rotationnel à partir du champ électrique qui était fourni. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est remplacer alpha bar pour son expression. Donc je vais retravailler uniquement ce terme-là pour l'instant. On n'oublie pas que alpha bar, ça valait I pi sur AK0 fois pi A plus IK0. Et donc ce terme-là nous fait donc du pi carré sur A carré
fois I sur K0 plus I K0. Et si on préfère, donc on va factoriser par I sur K0. Il va donc faire apparaître pi carré sur A carré. Et donc ici, moins K0 carré. D'accord, plus K0 carré. Si vous reportez ici, vous aurez bien I, et K0 carré sur K0 fera IK0. Donc voilà pour ces résultats. Et maintenant, il nous reste à se souvenir que K0 carré, c'était oméga carré sur C carré, moins pi carré A carré. C'était la relation de dispersion pour cette onde qui n'était pas une VPH. Et donc ce terme-là devient I K0 fois oméga carré sur C carré. Donc on approche de la réponse. On va déjà dire que donc I oméga B bar, ça doit donc être égal à, donc alors si on n'oublie rien, I oméga B bar, on aura E0 cosinus pi Y sur A, exponentielle I oméga T moins KZ, fois I oméga carré sur K0 C carré, et le tout sera selon X. Ce qui fait donc B bar. On va donc, on peut barrer les I, d'accord, on va essayer de barrer ce qui est possible. Les I vont se simplifier, il y a un oméga qui va se simplifier, et on arrive pour la grandeur complexe à donc moins oméga K0 C carré fois E0 cosinus pi Y sur A, exponentielle I oméga 0t moins kz, et le tout selon x. Alors en toute rigueur, ce qui était demandé, c'était le vrai champ magnétique, donc le champ magnétique réel. Donc simplement, une fois qu'on est ici, il suffit simplement de prendre la partie réelle, et la partie réelle de l'exponentielle, le reste étant réel, fait donc le cosinus, d'où le résultat qui est indiqué ici si on prend le réel de B bar pour obtenir le B qui sera fonction de Y, de Z et de T. Donc voilà pour l'expression du champ magnétique. Attention ici à ne pas écrire que K0 ce sera oméga sur C. Attention, on n'a pas une VPH, d'accord? Donc bien laisser le terme comme ceci pour l'instant. Alors on peut dire un petit mot pour cette onde. Alors cette onde est-elle plane? On peut répondre à coup sûr non. On le voit par exemple pour ce terme-là. C'est essentiellement à cause du terme en cosinus pi Y sur A. Hein, on voit bien par exemple dans le cas de ce champ-là. Pour ce champ-là, dont on a une propagation selon Z, et dans un plan perpendiculaire à la propagation, c'est-à-dire selon un plan d'onde, eh bien on voit que le champ magnétique dans un plan XY dépendra de Y, donc l'onde n'est pas plane, d'accord, du fait de la présence des plaques qui limitent la présence du champ électromagnétique. Ensuite, est-ce que l'onde est progressive? Oui, l'onde sera une onde progressive, parce que ça, on a bien le terme en oméga t moins K0Z, qu'on peut écrire, si on préfère, oméga de t moins K0 sur oméga Z, et même si K0 sur oméga ne vaut pas 1 sur C, c'est quand même une célérité, donc on a bien une propagation selon les Z croissants. D'accord? Donc ça c'est correct. Ensuite, est-ce qu'elle est harmonique? Oui, parce qu'on a bien un terme en cosinus oméga t moins K0Z, donc on a bien cette dépendance avec une seule pulsation, d'accord, une seule fréquence, donc ça convient. Est-ce qu'elle est transverse électrique? Non, elle ne le sera pas. On peut remonter au champ électrique. On voit bien que le champ électrique a une composante selon Z, alors que la propagation a lieu selon Z, d'accord. Donc on peut noter que la composante, le E scalaire UZ est différent de 0 pour une propagation selon les Z croissants. Donc on a une propagation selon les Z croissants, et la composante de selon Z n'est pas nulle. En revanche, le champ magnétique est bien transverse parce que la propagation est selon Z et le champ magnétique est selon UX. D'accord? Donc on a un B qui est parallèle à UX et propagation parallèle à UZ. Donc
on va dire non. Alors là, il faudrait dire, est-ce qu'on va changer ça? Peut-être, est-ce qu'on va réussir à remettre ça en rouge? Donc ça, on va plutôt le repasser en rouge, voilà, comme ceci. Et donc là, on va répondre non à cette question. Et à cette question, on va donc répondre oui. Voilà. Donc encore une fois, l'onde n'est pas une WPH, donc le champ électromagnétique n'a pas à être transverse, le champ électrique ne l'est pas, le champ magnétique l'est. Vous voyez qu'il n'y a plus de résultat, il n'y a pas un résultat général. Une fois que l'onde n'est plus une WPH, il faut faire attention, toutes les habitudes peuvent être un petit peu déconstruites dans ce cas-là, donc il faut aller vraiment au cas par cas et constater les résultats. Voilà, on va terminer par le vecteur de Poynting. Donc pour calculer le vecteur de Poynting, donc là j'ai repris à l'instant le champ magnétique. L'expression qui est ici pour le champ magnétique, là il n'y a pas de surprise. C'est uniquement l'expression qui est écrite juste au-dessus ici. C'est vraiment cette expression qui est là. Alors pour le champ électrique, j'ai préparé un petit calcul intermédiaire, rien de très compliqué. Voilà ce que j'ai fait pour le champ électrique. J'ai repris la partie réelle. Donc ici, on a vu qu'on a quelque chose de réel ici. J'ai simplement pris le cosinus ici. Attention que alpha bar était un imaginaire pur. Donc vu que alpha bar était du i pi, je l'ai combiné avec le sinus ici. Et le i carré a fait moins 1. Ce qui explique ici qu'avec la valeur de alpha bar remplacée, voilà la forme du champ électrique. Encore une fois, il n'y a pas de grosse difficulté. Vous reprenez la partie réelle de E bar en utilisant le fait que alpha bar valait i pi sur AK0. Maintenant que j'ai les grandeurs réelles, je peux calculer le vecteur de Poynting. Donc l'expression du vecteur de Poynting, bon, c'est simplement par définition E vectoriel B sur mu0. On va donc avoir un premier terme qui va faire du YX. Donc YX nous enverrait selon moins UZ, et avec le moins devant, ça fera du plus UZ. Donc on va déjà avoir un premier terme en E0 carré, oméga K0 C carré, du cos carré pi Y sur A, du cos carré oméga T moins KZ, et le tout sur UZ. Et on a un second terme qui sera donc le terme en... il ne faut pas oublier le mu0, que j'ai tendance à oublier. Et il faut en faire le calcul avec le UZ et le UX. Le UZ et le UX vont faire du UY. Les deux moins vont se simplifier. Et donc ça devrait faire du pi a K0 carré, C carré, oméga, E0 carré. D'accord, donc E0, E0, oméga pi, K0, bon, ça doit être à peu près ceci. Sinus pi Y sur A, cosinus pi Y sur A, et ensuite un sinus oméga t moins kz, cos oméga t moins kz, et le tout, on l'a dit, donc UZ/UX qui redonnait du UY. Donc ça, c'est l'expression du vecteur de Poynting. On peut faire des petites simplifications, mais l'idée générale est ici. Donc on va encadrer ce résultat-là pour le vecteur de Poynting. Alors en fait, comment se fait-il que le vecteur de Poynting instantané n'est pas uniquement selon UZ? Alors l'idée est celle-ci, c'est qu'en fait, du fait de la présence du guide d'onde avec les plaques sur Y, on va avoir en fait un champ électromagnétique qui va, comme sur des miroirs, qui va rebondir et qui va faire un petit peu comme zigzaguer, donc il va rebondir de ces plans selon Y, et le champ électrique va venir zigzaguer en étant globalement selon UZ, mais en rebondissant sur les parois de Y, ce qui fait qu'il aura dans le cas général deux composantes, une composante sur UZ, une composante sur Y. C'est pour ça qu'il n'est pas uniquement sur UZ, comme on pouvait s'y attendre. Mais en fait, si on s'intéresse à la moyenne dans le temps, donc maintenant si je m'intéresse au vecteur de Poynting en moyenne ici, eh bien, il faut simplement faire attention que ce terme-là, d'accord, ce terme-là, ça ferait du sinus 2 oméga t moins 2 kz sur 2, et forcément, sa moyenne dans le temps fera 0, d'accord. La moyenne du sinus 2 oméga t fera forcément 0 temporellement, alors qu'ici on a un cos carré qui fait 1,5 en moyenne, donc seul ce premier terme sera non nul en moyenne, et la moyenne du vecteur de Poynting fera donc, alors là j'ai oublié à nouveau le mu0, je le remets maintenant, mais ok, K0 C carré mu0
il y a un facteur 1,5. Ce facteur de 1,5 vient de la moyenne du cos carré, puis y sur a uz. Voilà, et là on trouve un résultat qui est un peu plus satisfaisant pour la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Donc vu que vous avez vos plaques qui sont toujours ici, le vecteur a beau rebondir et en gros avancer avec une sorte de slalom en rebondissant sur les plaques, les effets selon y et moins y, ces allers-retours sur y et moins y, s'équilibrent on va dire, et donc en moyenne ce terme-là ne compte pas et le vecteur de Poynting est bien comme attendu, d'accord, vous avez bien un vecteur de Poynting moyen qui est dans le sens de la propagation, qui se faisait bien selon z. Donc sans surprise, on retrouve bien un vecteur de Poynting qui est selon uz. Dernière petite remarque, si on voulait calculer la puissance qui passe par section droite, il faudrait faire attention qu'il faudrait bien intégrer, donc on aurait ici un ds uz, parce que la propagation est selon uz, mais il faudrait attention que dans le ds, il y aurait du dx, dy, et il faudrait faire la moyenne du cos carré, d'accord. Il y aurait un petit terme à calculer ici, vous ne pourrez pas simplement faire pi fois la surface, parce que pi dépendra du point, donc il faudra bien faire une intégrale si vous voulez trouver la puissance totale qui est envoyée dans le guide. Voilà. Le résultat a été recopié ici, mais je l'ai remis ici. Okay. Donc, au final, si on résume l'exercice, la principale difficulté, c'est de ne pas appliquer deux formules qui ne seraient pas valables ici, en particulier toutes les formules des OBPH. Donc, il faut à la main repartir des différentes équations de Maxwell, de l'équation de D'Alembert, et de dériver à la main les termes et de voir ce qui apparaît. Donc, K n'a pas à être égal à oméga sur C. La relation de dispersion est donc plus compliquée. Le champ électrique n'est pas nécessairement transverse, voilà, etc. On ne peut pas utiliser que B, ce n'est pas U sur C vectoriel E. Le vecteur de Poynting, ce ne sera pas juste la densité volumique d'énergie fois C selon uz. Voilà, donc la plupart des relations qu'on a vues en cours ne sont pas applicables directement. Il faut vraiment revenir aux définitions et calculer à la main avec les équations de base pour trouver les différents résultats. Voilà. Mais après, il n'y a pas non plus, aucun calcul n'est vraiment extrêmement compliqué. Voilà, je vous remercie.